France Inter. Le 7-9, intervenez. Intervenez pour commenter ou poser des questions à Emmanuel Carrère. Interview qu'on poursuit avec vous, Emmanuel Carrère. Exercice que vous n'aimez pas, vous le racontez dans ce passage de ce recueil. Comment j'ai complètement raté mon interview de Catherine Deneuve. Vous dites, vous expliquez que quand vous étiez journaliste, vous n'aimiez pas trop faire des interviews, que c'est une relation qui vous mettait mal à l'aise. Donc vous arrivez devant Catherine Deneuve en vous disant, bon, j'ai lu un peu, j'ai revu des films, mais j'ai pas préparé de questions. Je me disais, ça viendra comme ça viendra. Faisons confiance au flux de la conversation. Et puis, ça se révèle désastreux, du moins à vos yeux, parce que au final, ça donne un article assez oui, très amusant. Non, c'était drôle parce que non, la situation absurde, c'est que au fond, on m'avait demandé de faire le magazine Premier m'avait demandé d'interviewer Catherine Deneuve. J'avais dit je sais pas. Avec plaisir. Non, même pas. Je disais non, je suis pas journaliste et tout, mais on me disait ah non mais Catherine Deneuve a demandé à ce que ça soit vous qui le fassiez. Alors là, évidemment, on est extraordinairement flattés, mais commandons, évidemment, bien sûr que j'y vais. Et dans tout cette rencontre où j'arrivais tout faraud, comme si Catherine Deneuve souhaitait tellement me rencontrer, tout ça, Catherine Deneuve n'a à aucun moment fait référence à ce désir de constamment traité comme, je veux dire, comme s'il ne me connaissait pas, ne manifestait, ne rappelait en rien cette espèce d'élection. Ce qui fait que j'étais vexé comme un pou et ne savais absolument pas sur quel pied danser. Donc c'est comme si d'abord j'étais parti sur une sorte de conversation amicale, etc. Et donc le travail de journaliste normal que j'aurais fait dans d'autres circonstances, consistant à poser des questions et à en attendre des réponses, je ne l'ai pas fait du tout. Ce qui fait que je ne faisais que des remarques inepte, à quoi elle répondait par des choses extrêmement vagues, tout ça. Et donc, le résultat a été une espèce de verbatim comme ça, vraiment un exemple d'interview où il y a rien. Un petit peu mieux quand même que la rencontre entre Pierre Desproges et François Sagan. Raconté de façon rigolote. Et je dois dire une chose que je n'ai pas dite dans le livre et qu'il faut dire, c'est que Première, un peu effrayée par cet article. Oui, donc vous rendez cet article, comment j'ai raté. L'a soumis à Catherine Deneuve en disant on ne peut pas le publier sans son accord. Et Catherine Deneuve m'a appelé le lendemain en disant ouais, bien joué, c'était assez marrant de le raconter comme ça. Ceci était quand même très très à son honneur, c'était très fair-play quoi. Emmanuel Carrère, il est avantageux d'avoir où aller, c'est donc le recueil qui paraît demain chez POL. Un commentaire sur les réseaux sociaux ou une question à propos de Jean-Claude Roman, Hélène Roussel. Ah oui, Jean-Claude Roman est libérable depuis juillet 2015. Est-ce que vous suivez toujours le dossier? Qu'en pensez-vous, vous demande Jet Ricard. Que je pense de quoi? Du fait qu'il est libérable depuis je sais qu'il est libérable, en tout cas il n'est pas libéré pour le moment. Donc honnêtement je ne suis pas ça de près. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y aurait un obstacle à sa libération qui n'est pas du tout, parce que sa conduite est absolument excellente, tout ça. Et je pense que sa dangerosité doit être assez faible. Mais c'est l'importance médiatique qui a pu lui être accordée, dont je suis partie prenante d'ailleurs, qui peut être un obstacle à sa libération. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai entendu dire. Question standard d'Inter, c'est Sophie qui nous appelle depuis la région Bourgogne. Bonjour Sophie. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, bonjour Patrick Cohen, bonjour Emmanuel Carrère. Je suis enchantée de vous poser cette question parce que je vous admire et je vous suis depuis longtemps. J'ai presque le même âge que vous. Vous sentez-vous historien, journaliste ou écrivain maintenant ? Eh bien, essentiellement écrivain, bien sûr, mais ça n'exclut pas les deux autres. Je suis journaliste, je l'ai beaucoup été, et historien, je ne suis pas un historien qualifié, je ne suis pas un historien professionnel, mais j'ai écrit les 2 derniers livres que j'ai écrits, Limonov et Le Royaume, sont un peu des livres d'historiens amateurs, et j'espère que ça ne veut pas dire pour autant de mauvais historiens. Il y a eu de bons historiens qui étaient des amateurs. Bon, très bien. Ça vous va, Sophie? Oui, ça me va. Je trouve que vous réussissez, moi-même étant de formation historienne. Vous êtes historienne, Sophie? Non, je suis pas historienne, mais j'ai une formation comme vous, c'est-à-dire que j'ai fait de l'histoire à la faculté, et en fait, je trouve que vous arrivez dans votre écriture à donner, particulièrement Le Royaume, qui est magnifiquement écrit, vous arrivez à sortir, je dirais, avec votre écriture, à la fois le sentiment que vous avez fait des recherches profondes,
de vérité, vous voyez ce que je veux dire, même s'il n'y a pas, les vérités n'existent pas, mais de votre vérité, de votre vie à vous et de l'histoire, c'est-à-dire on apprend énormément. Ben, j'espère, ça me fait plaisir. En tout cas, moi, je sais que c'est une chose que j'aime beaucoup, qui ne passe pas pour une vertu littéraire très noble, mais c'est ce qui est de l'ordre de la pédagogie. C'est au fond apprendre beaucoup de choses, moi, en travaillant à un livre, et essayer de le faire passer de la façon la plus limpide possible. Question à présent d'Ilana Amor-Youssef qui nous a rejoint du service culture de France Inter. Emmanuel Carrère, on voit tout au long de votre œuvre et de toutes vos activités extra-littéraires que, au fond, vous vous efforcez de vous confronter à chaque fois à la réalité. Et que quelquefois, même, ça vous pose des problèmes. Vous n'êtes pas très sûr de ce qu'est la réalité. Alors pour moi, c'est pas du tout une activité extra-littéraire. Pour moi, c'est absolument le cœur une activité de plume, de oui. l'activité littéraire. Oui, d'abord, le propre de la réalité, c'est de répondre au mouvement qu'on peut avoir vers elle et de vous faire des réponses souvent très inattendues, souvent qui vous déboussolent, qui vous désarçonnent énormément. Enfin, ça ne se passe très rarement comme on l'attendait. Quand on écrit un livre de fiction, il y a bien sûr des tas de choses imprévues qui se passent, mais malgré tout, ça reste entre soi et soi. Alors que quand on écrit dans une espèce de dialogue avec la réalité, avec les personnes réelles qui font partie de la réalité, il se passe un tas de choses qu'on ne pouvait pas prévoir, quoi. Et qui, à la fois, c'est ce qui rend la chose un peu troublante, même effrayante, tout ça, et c'est ce qui la rend, à mes yeux, passionnante, quoi. C'est ce qui fait que c'est ça que j'aime le plus faire. Oui, je voudrais que vous nous parliez en quelques mots de votre fascination pour les histoires criminelles. Vous nous parlez depuis cette heure de vos admirations. On a parlé de Svetlana Alexievitch, de Sébastien Japrisot. Vous m'avez dit spontanément en préparant cette émission, il y a une série qui m'a scotché, c'est Making a Murderer qui est passé ces dernières semaines sur Netflix et qui raconte l'histoire vraie d'un homme qui a passé 18 ans en prison pour viol et tentative de meurtre avant d'être disculpé, puis accusé et reconnu coupable d'un autre meurtre. Je peux le résumer comme ça. Oui, ça se passe dans le Wisconsin. Je suis très content que vous l'ayez résumé parce que moi je me serais un peu perdu. Aux dans le États-Unis, résumé. c'est très compliqué. Oui. Mais c'est très compliqué, mais l'histoire n'est pas du tout compliquée à suivre. C'est une série. Il faut le préciser, c'est une série documentaire. Hein, c'est pas de la fiction. Non. C'est pas avec des acteurs. C'est l'histoire. Et c'est aussi un truc qui n'est possible qu'aux États-Unis parce que tout simplement, on a accès. Enfin, on peut mettre des caméras dans les salles d'audience. Procédé qu'avait expérimenté Jean-Xavier de dans l'extraordinaire pour... série Staircase. Soupçon en français. Ce soupçon que je trouve un truc absolument extraordinaire. C'était le procès de Michael Peterson. Mais Making of a Murderer est une histoire absolument passionnante. Alors, qui raconte, tel que c'est raconté, c'est clairement le récit d'une erreur judiciaire. On est aussi devant... Alors, il y a ce truc aussi qui ne peut exister que dans un documentaire. C'est-à-dire que quand vous assistez, quand vous voyez le moment où le type... accusé, tout à coup, entend sa condamnation à perpétuité et que le film vous a convaincu, à tort ou à raison, je pense à raison, qu'il est innocent, et en tout cas, lui clame son innocence depuis le début. Il y a quelque chose d'incroyablement poignant, bouleversant, tout ça, qu'il y avait aussi dans la série Soupçon, et que là, je pense qu'on peut avoir dans aucune fiction, quoi. Ça, c'est tout à coup, on assiste à cette chose réelle sur quoi on bute, qui est déchirante. Maintenant, il y a aussi... Et c'est la tradition, celle de Truman Capote pour De sang-froid, ouais. à partir Alors, de faits réels. Il y a aussi une question que ça pose, c'est marrant, J'y pensais la semaine dernière en écoutant l'émission au moment de la grâce qui avait été attribuée à Jacqueline Sauvage. À Jacqueline Sauvage. Oui. Moi, je m'en réjouissais, j'ai l'impression que tout le monde s'en réjouissait. Et à la fin, il y avait l'avocat général Philippe Billière qui est venu faire entendre une voix dissonante, a priori moins sympathique, mais où il disait, mais malgré tout, si au-dessus de toutes les... quand la justice a suivi son cours, alors c'est une question, la grâce présidentielle, mais quand elle est un peu sous la pression des réseaux sociaux, si en gros... La dernière instance, c'est les réseaux sociaux. C'est un peu inquiétant aussi. Hein. Bon, là, en l'occurrence, c'est une autre forme de la vox populi, un documentaire comme ça qui prétend, et qui le fait magnifiquement, mais
reprendre absolument toute l'histoire en plaidant l'innocence du type qui a encore une fois été déclaré coupable. Il y a des pétitions signées par 400 000 personnes qu'on a envoyées à Obama en pure perte pour la simple raison que ça ne dépend pas d'Obama, si vous voulez. C'est pas un crime fédéral. Obama n'y peut strictement rien. Mais en tout cas, c'est devenu un énorme débat de société aux États-Unis parce que ça raconte quelque chose sur la justice américaine et sur la... une fois que justice a été rendue d'une façon dont on peut soupçonner, il y a quand même, les soupçons sont très forts là-dedans, qu'elle n'a pas été bien rendue, qu'est-ce qu'il y a comme dernière instance? Ces formes-là de documentaires, alors, ça pose des problèmes, ceux que peut poser Biger, mais c'est quand même extraordinairement passionnant. Ça s'appelle Making a Murderer et c'est visible. Encore une fois donc, une question d'influence sur le réel, de la création documentaire.